Ce sommet est présenté par l'équipe de Kif ton cycle. Kif ton cycle, c'est une start-up basée à Rennes qui a pour but d'oser le bien-être menstruel, d'oser faire en sorte qu'on soit bien dans notre cycle, d'où notre promesse Kif ton cycle. Nous proposons des programmes en ligne et des articles que tu peux consulter sur notre site. N'hésite pas à venir découvrir l'univers de Kif ton cycle. Je te laisse tout de suite avec l'intervention du sommet. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle intervention du sommet Kif ton cycle. Cette semaine, on parle de cette période particulière de la préménopause à la ménopause et j'ai l'immense plaisir de recevoir Mélissa Carlier. Bonjour Mélissa. Bonjour Gaëlle. Alors Mélissa, tu es spécialiste sur deux sujets majeurs, on va dire, qui sont tous les deux reliés au cycle. Le premier dont tu vas nous parler aujourd'hui qui est la symptothermie, c'est-à-dire, tu vas nous le décrire, tu vas nous l'expliquer. Et le deuxième qui est le flux libre instinctif, c'est ça, le fait de se passer de protection périodique. Donc là, c'est pas celui-là dont on va parler, mais tu es déjà venu nous en parler dans les précédents sommets, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans les précédents sommets si le sujet vous intéresse. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble, Mélissa, de symptothermie, tu vas nous le définir, dans cette période particulière qui est la préménopause. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la symptothermie déjà? Alors la symptothermie, qu'on peut utiliser à plusieurs fins, pour moi c'est un outil d'observation du cycle menstruel qui va nous permettre de décoder, de suivre un peu ce qui se passe à l'intérieur de nos cycles à travers des signes de fertilité. Donc en fait, ça va nous permettre de voir le déroulement de notre cycle menstruel, cycle après cycle, tu vois, de voir le déroulement de nos phases. Et on va s'appuyer pour s'observer sur principalement l'observation de la glaire cervicale, qui est la sécrétion qui est au niveau du col de l'utérus et qui évolue en fonction des hormones, et la courbe de température que l'on va prendre au réveil avec un thermomètre spécial. Et ces deux informations principales, parce qu'après on peut utiliser aussi d'autres informations comme le ressenti à la vulve, la position du col de l'utérus et d'autres symptômes associés. Ces informations-là vont nous permettre de faire comme un décodeur pour lire ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et évoluer notre évolution hormonale en fait. Donc c'est pour ça que ça a tout son sens en transition ménopausique et en préménopause. C'est qu'on est dans une vraie transition hormonale et il se passe plein de choses dans nos cycles qui peuvent être souvent silencieux quand on n'a pas l'habitude de s'observer. Et la symptothermie, ça va être cette loupe qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur entre deux périodes de saignement en fait, tu vois. Donc voilà, et le flux libre instinctif, c'est une manière, comme tu disais, de gérer ses règles sans serviette ni tampon et d'apprendre à libérer le sang directement. Donc c'est un autre sujet, mais tout ça, ça rentre dans moi ce que j'aime bien appeler l'autonomie menstruelle, c'est-à-dire apprendre à gérer tout ce qui est physiologique et lié à notre cycle sans tierce, tu vois, s'affranchir de tout et savoir vraiment être autonome, indépendant pour gérer les règles, gérer notre fertilité, gérer notre contraception, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nos cycles, etc. Donc c'est vraiment reprendre un peu cet empowerment, tu sais, ce pouvoir de cette autonomie à soi-même. Ah, Donc voilà. j'adore. Et justement, quand on s'est rencontrés, tu étais encore kiné, là, actuellement tu n'exerces plus, c'est ça? Tout Tu à t'es fait. consacrée complètement à l'autonomie gynécologique, à l'autonomie menstruelle, mais ton métier avant était kinésithérapeute, ce qui permet d'avoir une Exactement. connaissance aussi de la physiologie assez C'est intéressante. ça. Bah, en fait, pour moi, donc, voilà, là-bas, je suis kiné, je me suis spécialisée dans l'éducation périnale, j'ai bossé en maternité, etc. En parallèle, je me suis passionnée pour le cycle menstruel. Donc, j'ai eu ces deux activités et puis au bout d'un moment, ça a pris le dessus parce que voilà. Mais la base de la kiné m'a donné, on va dire, cette réflexion, cette capacité de raisonnement parce que j'ai toujours été passionnée de la physiologie, de l'anatomie, etc. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est mon support de base. Donc effectivement, j'exerce plus, mais grâce à mon expérience de kiné auprès des femmes, aux enseignements que j'ai eu hyper poussés en anatomie, physiologie, etc. Et ben aujourd'hui, c'est ce qui me permet, tu vois, d'avoir cette approche un peu plus holistique aussi dans le cycle menstruel, etc. quoi. Alors si tu te trouvais en face d'une personne dont tu sais qu'elle rentre petit à petit dans la préménopause et Ouais. tu devais lui expliquer quel intérêt elle peut avoir à commencer maintenant, parce que c'est maintenant qu'on se Mm. regarde, à commencer maintenant à s'observer avec les principes de la symptothermie, tu donnerais quoi comme bonne raison de le faire? Argument. Comme argument. Tu vois, j'ai tenté de chercher autre chose, mais c'est ça, comme argument. Plan. Bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, l'enjeu de cette peur pour une femme, c'est de la détecter. C'est de clairement identifier à quel moment on commence à rentrer dans cette phase de transition hormonale qui est souvent un petit peu au début passe inaperçue parce qu'en fait, on peut commencer la préménopause de à 12 ans. Tu vois, il y a des écrits qui remontent c'est à 12 ans, t'imagines, c'est avant le moment de la ménopause où vraiment ça fait un an qu'on n'a plus de règles, etc. Donc ça peut commencer finalement jeune, c'est pas une question d'âge en fait, c'est juste une transition. D'ailleurs, la préménopause, ça met pas en cause notre fertilité, on peut parfaitement avoir un bébé à cette période-là. C'est juste qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, de se dessiner à l'intérieur de nous. Donc pour moi, souvent, au tout début de cette phase, l'intérêt de l'identifier assez rapidement, ça va permettre aussi de mieux comprendre. Parce que quand on a des transitions hormonales, ça vient impacter nos humeurs, notre émotionnel, des facteurs même physiologiques, etc., qui peuvent être souvent, on peut soutenir notre corps à cette période-là. Donc, quand avec la symptothermie, dès le début, parce qu'en fait, on va pouvoir identifier les indices de la préménopause, on va pouvoir dès le début se dire, attends, déjà, je panique pas. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps pourquoi déjà je me sens pas très bien? Parce qu'au début, on le voit pas, on peut avoir des saignements réguliers, mais on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. La symptothermie, ça va permettre de voir ce qui se passe à l'intérieur et de voir qu'en fait, ces saignements, ce sont pas forcément toujours des règles. Parce que quelque chose d'assez typique de la préménopause, c'est que de temps en temps, au tout début, tu as un cycle qui va être anovulatoire, c'est-à-dire que tu as une ovulation qui va sauter, comme ça, et au cycle d'après, ça reprend pendant 2-3-4 cycles, tout va bien. Mais tu as tes saignements. Donc en fait, au lieu d'avoir des règles, tu vas avoir des saignements intermenstruels. C'est-à-dire que ton corps va quand même, ton endomètre va quand même se libérer, mais pas suite à une ovulation. Et ça, le voir, ça va permettre de comprendre que tes saignements, ce ne sont pas des règles, des saignements intermenstruels. Donc, bon, après, il y a tout l'aspect contraceptif, ça veut dire qu'on est potentiellement fertile pendant cette période. Ça permet aussi d'identifier ces premiers signes qui viennent préparer. Donc, ça permet de préparer l'esprit. On commence à vivre une transition, il y a du changement, on le voit. Parce que le changement, il y a un impact sur tes cycles, mais du coup, un impact sur tout ton état général. Et du coup, ça permet de mieux comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de nous. Donc, pour moi, c'est vraiment devenir actrice de ce passage et de changement d'état en tant que femme et d'air, tu vois. Ça permet aussi de ne pas s'inquiéter et de ne pas avoir peur tous les 4 matins quand on puisse être enceinte. Parce que quand tu as des longues périodes, quand tu as l'habitude d'avoir des cycles à peu près réguliers et que pour le coup, tu as un cycle anovulatoire et qu'il y a des femmes qui vont avoir des saignements intermenstruels et d'autres qui vont du coup pas avoir leur règle, ça va être décalé, tu peux t'inquiéter, te demander si tu es enceinte. Donc en fait, ça te permet toujours de savoir où est-ce que tu en es dans ton cycle et de ne pas te paniquer sur ces cycles qui sont différents et de savoir qu'en fait, tu as ovulé plus tard ou tu pas ovulé et tu attends la prochaine ovulation. Donc ça permet aussi de ne pas s'inquiéter, de se détendre par rapport à ça, tu vois. Ah oui, parce que si on n'a pas ovulé, on est sûr qu'a priori on n'est pas enceinte. Exactement. Mais comment tu veux savoir si tu as toujours des cycles de 29 ou 30 jours, là tu as 40 jours, alors que tout va bien, et que en plus ça peut arriver relativement jeune. Hein. Les premiers signes de préménopause, pour, on va dire, si c'est pas une ménopause précoce, etc., s'il y a 35 ans, tu vois, c'est très jeune, 35 ans, tu peux commencer déjà à avoir des premiers signes associés en parallèle de ton cycle, c'est-à-dire des migraines un petit peu plus intenses, des règles un peu plus abondantes, des crampes menstruelles un petit peu plus puissantes aussi, tu vois. Tu peux faire un peu plus de rétention d'eau, tu peux avoir un cycle de sommeil qui commence à évoluer avec un réveil nocturne, etc. Donc tu as ces premiers signes-là, et en parallèle, tu vois ton cycle qui évolue. Là, tu commences à comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi. Donc, souvent, on peut prendre 2, 3, 4 ans
à capter. Et là, en fait, dès le début, tu identifies cette transition. Et du coup, ça permet aussi de soutenir ton corps. Parce que ce qui caractérise aussi la préménopause, ça va être que tu as ce traitement de progestérone. Et du coup, cette carence en progestérone, on sait bien ce que ça fait des SPM beaucoup plus impuissants, etc. Donc ça permet aussi de supplémenter ton corps et de bien vivre cette période. Donc pour moi, la symptothermie, c'est vraiment ton allié dans cette période qui te permet de ne pas attendre que tes symptômes ils prennent le dessus sur ta vie, d'être actrice et de bien vivre cette transition parce que tu as le temps, ça dure 7 ans, 10 ans, donc il n'y a pas de quoi paniquer, il n'y a pas de quoi. Et au contraire, de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi en tant que femme, qu'est-ce que ça réveille chez toi, et d'être hyper aligné dans cette évolution, cette transition hormonale. Et de se détendre, de ne pas s'inquiéter pour tous les 6 mois parce que tu as peur d'être enceinte et tu fais un gros coup de stress, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis d'être aussi, tu vois, tu as plusieurs stades dans la préménopause, tu as la préménopause précoce et tardive, c'est pas exactement les mêmes évolutions dans le cycle menstruel. Donc au début, la préménopause, dans stade très précoce, ça va être récompensé par le corps, c'est pour ça qu'on va dire qu'elle est silencieuse, c'est-à-dire que si tu t'observes pas, tu vois pas de différence parce que tu as toujours tes saignements. Mais à l'intérieur du cycle, il y a plein de choses qui changent. Et après, ça commence à se voir parce qu'elle est plus compensée, il y a une fatigue qui se fait au niveau des ovaires qui est normale, tu vois, et du coup, là, tu vas commencer à la voir. Donc ça évite aussi la surprise, tu vois. Tu as été présente à chaque instant avec ton corps, et du coup, c'est pas le coup près qui te tombe du jour au lendemain. Souvent, c'est les femmes qui prennent la pilule pendant des années, elles sont ménopausées, elles le savent même pas. Et du jour au lendemain, on leur dit, mais madame, vous êtes ménopausée. Alors là, tu te prends la claque dans la figure. Ça se trouve, ça fait 2 ans que t'es ménopausée. En fait, c'est ça, c'est strictement rien, parce que le médecin le dit par rapport à un âge moyen auquel on arrête, etc. Mais en réalité. Mais en fait, c'est pas un truc qui tombe sur la figure du jour au lendemain. Ça fait 7 ans, 10 ans peut-être que ton corps il vit cette transition. Donc t'imagines la différence de vécu, de perception pour une femme qui du jour au lendemain, on lui dit parce que ça vient réveiller plein de choses à l'intérieur de soi. Hein. Il y a beaucoup de. Moi je trouve ça très très beau parce que c'est la fin de la fertilité, donc c'est le début quand même, c'est la fin d'une charge mentale, c'est quand même une grosse libération pour beaucoup de femmes. En fait, c'est un vrai épanouissement et la ménopause elle sert dans la pérennité, c'est-à-dire que c'est parce qu'on est en ménopause qu'on va vivre plus longtemps en tant que femme. Donc elle a une vraie utilité, tu vois. À part que nous on l'associe au vieillissement parce que ça vient aussi à un certain âge, mais pour moi c'est plus une sagesse, une transition, tu vois. Heureusement qu'on a la ménopause. Enfin, franchement, si on se traînait encore ça à 90 ans, enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est clair, si on risquait encore des grossesses à 90 ans, on serait un peu embêté quand même. Tu vois ce que je veux dire, c'est une intelligence intérieure qui vient de. Et puis même l'énergie que demande le cycle menstruel à notre corps, hein, de toute manière. Exactement, donc en fait, cette transition, elle a du sens et elle est là pour nous servir. Mais quand elle tombe du jour au lendemain, effectivement, là, on doit tout travailler notre rapport à notre corps du jour au lendemain, alors que quand ça fait 7-10 ans que le truc est arrivé, le jour où ça arrive. Et là, il y a aussi beaucoup d'études scientifiques qui montrent que les effets de la ménopause et l'impact de la ménopause évoluent en fonction aussi de la perception que l'on a de la ménopause. Donc si ça fait 7 ans avec la symptothermie qu'on s'observe et qu'on n'a aucune surprise le jour où la transition ménopausique elle avance et qu'on voit nos cycles qui deviennent de plus en plus rares jusqu'à ce qu'ils s'effacent, tu vois, on est prête. On est prête en fait, tu vois. Je trouve ça merveilleux. Et puis la boucle est bouclée, tu vois, pour moi, c'est ça, c'est un vrai allié, tu vois, dans notre vie de femme à tous les instants et surtout à ce moment-là, en fait. Tu vois, donc la proposition, c'est d'avoir un outil qui nous permet de comprendre ce qui se passe, de s'accompagner dans ce chemin, en comprenant qu'est-ce qui se passe dans nos corps. C'est ça, est-ce que c'est que j'ai pas ovulé, est-ce que c'est qu'au contraire, le corps sécrète moins de progestérone après et du coup ça génère autre chose. C'est ça, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. De voir cette fluctuation, d'assister à cette évolution, c'est-à-dire, c'est pas il se passe un truc et moi je calcule rien. Non, là je suis présente, cycle après cycle. Ah, ce cycle-là, ah bah tiens, il est comme d'habitude. Ah tiens, là ma phase vitale a diminué 3 jours. Ah, c'est marrant, j'ai ovulé au 9e jour. Enfin, j'ai eu mon jour sono au 9e jour. C'est rigolo, quoi. Et on voit ces fluctuations et on va aussi relier directement à notre état émotionnel, aux symptômes associés. Parce que les cycles où tu vas voir, parce qu'en fait, ce qui caractérise la préménopause, on pensait pas l'œstrogène, on peut penser que l'œstrogène diminue cycle après cycle de manière progressive, etc. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes œstrogéniques. Tu vas avoir un cycle avec 2 ou 3 fois plus d'œstrogène dans la figure, et puis celui d'après, ça chute. Et donc, au même titre que on arrive à accepter nos états émotionnels avant nos règles, etc., voilà, dans d'autres phases de vie, là, ça permet aussi d'accueillir avec douceur ce qui est en train de se jouer en nous, tu vois. Et de soutenir notre corps, parce que du coup, il va y avoir des carences, il va y avoir plein de choses, et notre corps, il a besoin d'être ravitaillé, il a besoin d'être supplémenté. Là, une naturopathe peut vraiment nous assister en fonction de l'évolution de notre préménopause de manière hyper adaptée pour que ça coule tout seul, en fait. Tu vois, donc, tu vois ça permet d'être hyper smooth, en fait. Donc, on ne peut pas éviter le chamboulement émotionnel, etc., parce que c'est hormonal. Mais je pense que quand tu subis quelque chose que tu comprends pas ce qui se passe dans ton corps, c'est beaucoup plus violent que quand tu dis, oh là là, aujourd'hui ça va pas du tout, et puis en plus j'ai des bouffées de chaleur, qu'est-ce qui se passe, etc. Tu sais, t'es super jeune, t'as 37, 38 ans, mais aujourd'hui il se passe un truc, t'as vu dans ton cycle qu'il s'est passé quelque chose, tu fais, ok, je lâche, tu vois. Je sais où j'en suis dans mon cycle, déjà je sais si c'est avant, après l'ovulation, je sais ce qui se passe pour moi, et j'arrive à comprendre quelque part. Alors là, je pense que du coup, avec ces arguments-là, il y en a un certain nombre qui se disent ok, comment on commence. Ce que je te propose, Mélissa, si tu veux bien, c'est qu'on a exploré comment on commence l'observation. Oui. Et après, on parlera des spécificités si on veut utiliser ça comme en prévention d'une grossesse. Oui. Mais déjà, comment on commence les observations, qu'est-ce qu'on va observer, qu'est-ce qui est important d'observer pour comprendre son cycle, pour savoir repérer son ovulation et exactement faire ce que tu nous as dit. Ouais, alors du coup, pour te parler un peu, je vais reprendre les différentes phases du cycle et du coup ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, grâce à la symptothermie, on va pouvoir suivre vraiment jour après jour l'évolution du cycle menstruel. Donc le cycle menstruel, c'est 4 phases, d'accord. Donc la première qui est la plus facilement identifiable, c'est les menstruations. Donc je rappelle que je distingue tout à l'heure, j'ai pas de saignement intermenstruel. Là, je parle de menstruation pour que ce soit voilà, c'est le premier jour du cycle, c'est le premier jour d'anorexie, c'est les saignements qui ont lieu après une ovulation, on va dire 11-14 jours après l'ovulation, enfin voilà, ça dépend des phase. Du coup, les menstruations, c'est la libération endomètre, ça on est tous d'accord. Et ce qui se passe, c'est que juste après les menstruations, quelques jours après, on va avoir les ovaires qui vont reprendre leur travail parce que le cerveau va sécréter une hormone, la FSH, qui va dire aux ovaires, bon, bah, maintenant on reprend un cycle. Le but ultime du cycle menstruel, bah, c'est quand même archaïque, c'est la reproduction de l'espèce, etc. Donc c'est de faire une ovulation. En fait, tout tourne autour de l'ovulation. La première partie du cycle, c'est je prépare l'ovulation, et la deuxième partie du cycle, c'est il y a eu l'ovulation, tu vois. Et les règles, c'est l'ovulation, l'ovule n'a pas été fécondé. Donc en fait, c'est toujours ça gravite toujours autour de l'ovulation. Donc la première phase du cycle, c'est ce qu'on appelle la phase folliculaire parce que les follicules, donc on va dire c'est quelques petites graines au niveau des ovaires qui vont commencer à se développer dans le but de faire une ovulation quelques jours plus tard. Donc ces follicules, ils vont sécréter une hormone qui s'appelle l'œstrogène. Et cette œstrogène, elle va aller partout dans notre corps parce que les hormones se déplacent dans le sang. Donc, on va avoir beaucoup de répercussions sur tout l'ensemble de notre corps, dans notre cerveau, etc. liées à l'œstrogène. Mais au niveau du cycle menstruel, quand on est en phase œstrogénique, on va avoir des caractéristiques très précises. Donc, l'œstrogène, déjà, elle est hypothermiante. Donc, c'est une phase où la température, elle est relativement basse et stable. Pour les femmes qui prennent leur température, elles peuvent se rendre compte que pendant les règles, elle est comme ça, la température, voire elle est un peu haute, et qu'elle chute au bout d'un moment.
avant de remonter après. Et au moment où elle chute comme ça, c'est parce qu'on commence à sécréter de l'oestrogène, cette hormone qui est hypothermiante, d'accord. Et en parallèle, on va avoir une sécrétion d'une glaire qui au début peut être un petit peu laiteuse, puis après devient très filante, élastique. Cette glaire, on va l'observer soit directement à la vulve quand on va aux toilettes, soit au niveau du col de l'utérus pour les femmes qui au début ont un peu plus de mal. On peut directement aller directement au niveau du col. Mais moi j'aime bien quand on s'entraîne à la vulve, c'est plus pratique et puis ça évite certaines confusions aussi. Donc voilà, donc on peut voir cette sécrétion, souvent d'ailleurs qui est un petit peu mélangée, appelée perte blanche, etc. Tu vois, qui est tout à fait normale, physiologique, absolument saine, et qui est en fait la glaire cervicale, le support des spermatozoïdes pour qu'ils puissent se déplacer, féconder l'ovule et survivre même dans le corps de la femme, parce que quand il y a cette glaire, on est potentiellement fertile et les spermatozoïdes peuvent vivre dans le corps de la femme jusqu'à 5 jours, ce qui est énorme. Donc dès qu'on a cette glaire, déjà on est potentiellement fertile. Et puis le cycle évolue, les follicules se développent, et là il y en a un, parfois deux, mais un qui va prendre le dessus, c'est ce qu'on appelle le follicule de Graaf, qui va sécréter énormément d'œstrogène, et c'est lui qui va relarguer l'ovule au bon moment. Et donc là, on va avoir vraiment cette sensation d'être lubrifié, d'être mouillé, une glaire comme du blanc d'œuf cru, tu vois. Et on va aussi avoir ça va avoir l'impact aussi sur la libido, c'est un moment où on a plus de désir, etc. Parce que c'est le moment où, si on veut un bébé, faut y aller. En gros, et si on n'en veut pas, faut faire gaffe. Ouais, pas direct en tout cas. Et du coup, voilà. Et du coup, quand on, en fait, le corps avec cette forte quantité d'œstrogène va envoyer une information au cerveau en disant c'est bon, je suis prêt, l'ovule est prêt à être largué. Le cerveau en réponse va envoyer une autre hormone qu'on connaît bien au cours des étés, le fameux pic de LH, donc va relâcher de la LH, qui est une hormone qui va venir comme, on va dire, voilà, qui va permettre l'expulsion de cet ovule dans la trompe de l'utérus. Et il va y avoir quelque chose qui va se passer, donc l'ovule va attendre au niveau des trompes d'être potentiellement fécondé ou pas, et le follicule qui a relâché l'ovule, lui, va changer d'aspect, il va se transformer et devenir ce qu'on appelle le fameux corps jaune. Donc l'ovule, c'est vraiment un moment, en fait. L'ovulation, ouais, c'est vraiment. L'ovulation, c'est vraiment un instant, un point de rupture dans le cycle menstruel qui va nous permettre de changer d'état, de passer d'une première phase œstrogénique à une seconde phase progestative, parce que ce corps jaune, il va avoir la faculté de sécréter une hormone qui est la progestérone. Et là, la progestérone, elle va avoir un impact sur le cycle aussi, et comme je disais, elle va avoir ses particularités, c'est qu'on va avoir une glaire cervicale qui va du jour au lendemain changer d'aspect. Donc on va avoir une glaire très filante, très élastique pendant l'ovulation, et du jour au lendemain, soit on n'en voit plus du tout, soit elle devient pâteuse, cassante, blanchâtre, épaisse, tu vois. Et on peut avoir un ressenti de sécheresse au niveau de la vulve, parfois ça peut un peu picoter chez certaines femmes. Et là, la température va significativement monter et se stabiliser à un niveau haut. Après, on peut avoir d'autres symptômes associés au moment de l'ovulation, un léger spotting, c'est normal, etc. Une tension au niveau des seins, une douleur unilatérale au niveau d'un ovaire qui travaille, etc. Ça, c'est des signes aussi qui viennent compléter, qui viennent valider. Mais les signes de base, c'est vraiment suivre cette glaire qui au début est un petit peu filante, élastique, puis de plus en plus translucide, abondante. Puis du jour au lendemain, elle bascule. Et cette température qui au début est basse et stable, puis après elle monte et elle se stabilise à un niveau haut. Et ce qui se passe. Tu nous as pas dit pourquoi elle montait à la température. Alors, elle monte parce que la progestérone elle est hyperthermiante. Donc l'œstrogène elle est hypothermiante et la progestérone elle est hyperthermiante. Mais le rôle physiologique de cette montée de température, c'est qu'en fait, le corps à ce moment-là, on se rappelle que tout tourne autour de la reproduction. D'avoir un bébé. Voilà, c'était pas votre projet à vous, mais c'est son projet. C'est ça. Non, on n'aurait pas de cycle menstruel tout le temps. En fait, le but, c'est qu'en fait, quand on a une fécondation, quand on tombe enceinte, les premiers instants, le corps n'est pas encore capable d'identifier la grossesse parce que l'embryon ne sécrète pas l'hormone qui vient informer le corps de sa présence. Donc, par précaution, on va faire comme si on était enceinte, d'accord. Et du coup, pour que l'embryon se développe dans des conditions favorables, comme une poule qui couvre ses œufs, il faut réchauffer. Donc le corps se réchauffe. Pourquoi la glaire elle devient dure? Parce qu'il faut fermer l'enceinte de l'utérus. Donc le col même se durcit et remonte, tu vois. Enfin, il s'abaisse et il durcit et ça fait comme un bouchon au niveau du col avec la glaire pour éviter le passage de bactéries, etc. Au cas où il y aurait un potentiel embryon, il faut le protéger. Donc vraiment le rôle, c'est ça. Et puis en fait, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas enceinte, en fait, ce corps jaune qui sécrète la progestérone a une durée de vie limitée. Elle sécrète elle a un potentiel de sécrétion qui ne peut pas durer longtemps, donc il s'épuise en fait. Donc la progestérone du jour au lendemain n'est plus sécrétée parce que ce corps jaune s'est épuisé. Et on a vu ce qu'on appelle un sevrage de progestérone du jour au lendemain. La progestérone chute et c'est la chute de progestérone qui va entraîner cette desquamation d'endomètre, la chute de l'endomètre et les règles. En fait. Et d'ailleurs, comme il y a une chute de progestérone, il y a une chute de la température. Et parfois, en fin de cycle, il y a un petit retour de glaire un peu filante parce que tout ça c'est hormonal. Donc c'est pas un retour de fertilité, c'est juste l'équilibre œstrogène-progestérone qui a été remodifié. Donc ça c'est intéressant de comprendre la physiologie de base du cycle menstruel et la symptothermie, comment elle se place là-dedans. Les spécificités quand on est en préménopause, c'est qu'en fait, on a moins de follicules au niveau des ovaires. Et en plus, les follicules restants, ils sont un petit peu plus résistants. Ouais. C'est-à-dire que ils ont du mal à les réveiller, tu vois, ils ont un peu la flemme de c'est bon, et tout. Donc, en fait, comme il y a une résistance, donc déjà il y en a moins. Et parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien qu'on y a 20-25 follicules cycle après cycle qui vont commencer à se développer, en fait, par cycle, on perd 1000 follicules. C'est énorme. Bon, après, on en a beaucoup à la naissance, donc c'est pas non plus. Mais voilà. Mais tu vois, cycle après cycle, toute notre vie, on a 1000 qui partent, en fait, tu vois. Donc, arrivé à un certain âge, ce pôle s'est amendri. Et du coup, les follicules restants, ils sont un peu moins résistants au cerveau qui demande de démarrer avec l'FSH. Donc, ce qui se passe au niveau de la préménopause, c'est au moment où cet FSH, le cerveau, il doit dire allez, là, faut que je mette la dose pour réveiller ceux qui ont du mal à se réveiller, les booster. Donc, on va avoir une augmentation de cet FSH, ce qui va induire, par exemple, des développements folliculaires un petit peu moins harmonieux dans le temps, ok. Mais du coup, il va y avoir des follicules qui vont se développer, mais on a aussi beaucoup d'FSH, donc on va ovuler plus tôt. Parce que du coup, ça va avancer l'ovulation, parce qu'ils vont accélérer la folliculogénèse, tu vois. Là, normalement, il faut 6 jours pour avoir un ovule mature dans un cycle classique. Et bien là, ça peut être plus courte la phase œstrogénique, parce qu'ils vont plus vite arriver à terme, parce qu'une fois qu'ils sont réveillés, ils sont surboostés par toute cette FSH. Donc déjà, on va avoir une ovulation qui va être un peu plus précoce. C'est pour ça qu'on a plus de chances aussi de tomber enceinte pendant les règles quand on est en préménopause. Donc attention, c'est que les cycles se raccourcissent aussi parce qu'on a des ovulations plus précoces. Et en plus, la qualité de ce corps jaune n'est pas la même, donc on a des phases lutéales plus courtes, donc des phases progestatives plus courtes. Donc en fait, c'est ça les caractéristiques au début de la préménopause. On va pas trop le voir parce qu'on va croire qu'on va avoir des règles, peut-être qu'on va avoir un cycle un peu plus court. On va pas trop le voir. Mais en fait, ce qui se passe en temps, c'est intéressant, c'est que l'information n'est plus la même, l'enjeu hormonal n'est plus le même. Et du coup, on voit que l'ovulation est plutôt, que la phase lutéale se raccourcit. Au début, ça se joue un peu comme ça, c'est léger. Ça se joue à 1 ou 2 jours. Jusqu'au moment où d'un seul coup, tu t'observes et tu vois pas cette montée de température. En tout cas, les planètes, c'est toujours un peu zigzag comme ça. Et tu vois pas vraiment de transition de ta glaire. Et pourtant, tu as eu des saignements. Et là, tu dis tiens, en fait, là, d'un point de vue symptothermique, on peut pas dire que j'ai ovulé. Donc là, et ça, c'est marrant parce que ça arrive une fois.
ça sort de nulle part, ça surprend, et même quand on a l'habitude de s'observer un symptothermie, le temps de tilter, parce que c'est pas courant forcément d'avoir des cycles anovulatoires. Voilà, et c'est là ça devient un premier signe de quelque chose qui se dessine en nous, tu vois. Mais ça peut durer 4 ans, de une ovulation ou deux par an qui sautent, et puis ces cycles qui se raccourcissent. Mais par contre, on est très fertile, enfin on est vraiment pas très fertile, on est tout aussi fertile dans les cycles où on a ovulé, dans les cycles ovulatoires, parce que pour compenser, il va y avoir aussi un déséquilibre inverse au niveau des cycles, où parfois on va avoir plus de progestérone que d'œstrogène, mais la progestérone est très favorable à l'animation. Donc voilà, ça n'a pas d'impact en tant que tel sur la fertilité, tu vois. Et c'est vrai qu'on a regardé les chiffres là pour préparer le sommet et on s'est rendu compte qu'il y avait un reboost quelque part des avortements au moment de la préménopause. Oui. Et c'est assez impressionnant quand même de voir ce chiffre-là. Parce que... Oui, t'as raison, parce qu'en fait, la préménopause, c'est une période un peu de piège. Parce que tu ovules plus tôt, donc tu peux potentiellement tomber enceinte pendant tes règles. Donc je pense que la première erreur, elle est là, de croire qu'on n'est pas fertile pendant nos règles. Ça peut être le cas pendant 15 ans, 20 ans, mais du jour au lendemain, ça bascule. Les saignements intermenstruels, c'est un piège. Enfin, tu vois, c'est des petits pièges en fait, qui avec la symptothermie, tu tombes pas dedans, parce que dès le début, tu fais oula, dès que tu vois ta première ovulation qui est au 9e jour, bah paf, tu sais que ça y est, ta fertilité, à partir de là, elle démarre le premier jour de ton cycle. Par contre, ce qui est bien symptothermie d'un point de vue contraceptif, c'est que du coup, tu passes vite en période infertile. Donc là, t'as plus l'enchaînement potentiellement fertile et infertile. Tu vas avoir 2 grosses phases. Au début, t'es fertile et après, t'es infertile en Oui, symptothermie. parce qu'en fait, ce qui se passe en symptothermie, qu'on explique bien pour que vous nous suiviez là, c'est qu'une fois qu'on a validé l'ovulation, une fois qu'on a validé l'ovulation, une fois qu'on est sûr quelque part qu'on peut dire qu'on a tous les signes qui montrent qu'on a ovulé, ça ferme la fenêtre de fertilité. C'est-à-dire que là, on sait que jusqu'au moment des prochaines règles, on n'a aucune chance de tomber enceinte, même si on a des rapports non protégés, parce que l'ovulation est passée. C'est bien ça. Exactement. En fait, donc là, comme on a dit, pour vraiment maîtriser les règles de la symptothermie dans un but contraceptif, il faut vraiment se former, parce qu'il y a un enjeu, il y a des règles, il faut bien connaître exactement comment interpréter sa courbe de température, comment interpréter la glaire, comment corréler ces deux informations pour déterminer quand est-ce que finit la période de fertilité. Tout ça, ça s'apprend. Donc il y a une période d'apprentissage de 6 mois, etc. Mais au-delà de ça, pour comprendre un peu schématiquement, c'est la symptothermie, ça va nous permettre d'identifier ces deux phases. Et en général, quand on est en préménopause précoce puis tardive, il y a deux phases qui se dessinent. Soit en fait on est en cycle anovulatoire, donc on peut jamais, tant qu'on n'a pas eu vraiment notre ovulation, on est tout le temps fertile parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on va ovuler. Donc ça c'est cas de figure numéro 1. Cas de figure numéro 2, l'ovulation a lieu relativement tôt, on ferme la fenêtre de fertilité mais on était fertile depuis le premier jour du cycle, et après on passe en infertile. Donc ça fait en gros une première partie fertile, une deuxième partie après avoir détecté l'ovulation et attendu le nombre de jours suffisant, infertile jusqu'à l'arrivée des règles. Alors moi j'aimerais bien te poser une question pour celles qui peut-être déjà pratiquent un petit peu, mais tu sais, de façon sauvage. On en rencontre de plus en plus parce qu'il y a des ligues, c'est pas méchant quand je dis sauvage, c'est pas ça pour vous. C'est un peu autodidacte. Je suis désolée, c'était vraiment une question qui était clairement pas péjorative dans ma bouche, mais de façon autodidacte. La question c'est, comme tu me dis qu'il est possible qu'à un moment l'ovulation se rapproche de la zone des règles, donc du premier jour des règles. Comment on fait pour prédire ça? Parce que, alors moi je fais partie de celles, alors je l'utilise pas à titre contraceptif, je le dis, mais moi par exemple je commence à prendre ma température à partir du 10-12e jour, tu vois, parce que je me dis bah avant il y a aucune raison que j'ai ovulé avant. Donc là t'es en train de dire attention, il y a peut-être un moment où, alors en fait, comment tu vois le truc se dessiner? Ouais, c'est bien ta question. Donc si on pratique depuis longtemps, on est habitué à un certain schéma. On se connaît en fait, on sait comment ça marche chez nous, on sait comment démarre, on connaît l'évolution de notre glaire, on connaît à peu près les jours, il y a quelque chose qui se répète si on a des cycles réguliers en tout cas. Ouais, ils sont irréguliers, mais pourtant je connais déjà pas mal de signes, donc tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est une expérience quand même qui fait que tu sais reconnaître. En fait, tu vas voir des changements, des choses inhabituelles qui vont commencer à arriver, des choses qui ne sont pas comme d'habitude. Quand tu as l'habitude de t'observer, tu fais tiens, c'est marrant, par exemple la phase lutéale, elle dure 9 jours ou 8 jours. Là, ça commence à te mettre un peu la puce à l'oreille, tu fais tiens, ok. Mais après, il ne faut pas oublier qu'on est potentiellement fertile, c'est le premier signe de fertilité. Donc c'est pas parce que toi tu as l'habitude de prendre ta température à J10 ou à J12, si tu vois de la glaire à J5, ta phase œstrogénique a démarré. Tu vois. Donc là, si tu commences à voir déjà que que tu commences à avoir de la glaire plus tôt, il y a quelque chose qui a démarré plus tôt que d'habitude. Et alors le problème c'est que si c'est pendant les règles, c'est un peu plus compliqué de la toper du coup cette glaire fertile. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc en fait, ce qu'il faut dire, c'est que ton ovulation, en fait, ce qui va jouer, c'est le premier cycle, on va dire, où ça va changer. Parce que tu vas me dire, le piège, il peut être là. Oui, pour moi, il est là parce qu'après les suivants, on se dit, bon, attends, on est fertile dès le début. Tu as compris que tu as une ovulation précoce. Le premier cycle, tu peux te dire, mais en fait, en général, tu passes pas d'une ovulation à, je sais pas moi, J13 à J6 du jour au lendemain. D'accord, moi, c'est ça que j'avais entendu. C'est pour ça que je pose la question. Tu vois, c'est de plus en plus précoce, tu vois. Par contre, après, au bout d'un moment, comme en fait, avec toute cette quantité de FSH, etc., on peut avoir vraiment une folliculogénèse qui commence même à la fin du cycle précédent. Il y a des trucs qui viennent se mélanger comme ça. Mais là, normalement, ça fait longtemps que ton cycle a bougé. Tu vois. Donc en fait, c'est là l'intérêt de la symptothermie, c'est que là, tu assistes à cette évolution qui en fait te prend pas par surprise. Elle te prévient à chacune de ces étapes. Donc quand tu vois que ton ovulation avance de 1 ou 2 jours et que ta glaire elle avance, au bout d'un moment, tu sais que tes règles elles sont potentiellement fertiles. Ok, je comprends. Et alors, si certaines nous écoutent là et se disent, wow, ça m'intéresse, et puis de toute manière, j'avais un peu prévu d'arrêter ma contraception hormonale, etc., est-ce que c'est encore temps, par exemple, à 45 ans, d'apprendre, je donne ce chiffre-là, comme j'aurais pu en donner un autre, d'apprendre la symptothermie, ou est-ce qu'il aurait fallu commencer plus tôt? Comment tu fais, toi, par exemple, avec les clientes qui viennent se former à la symptothermie dans cette période de préménopause? Alors pour moi, la période de préménopause, ça fait partie des périodes de vie où on a un déséquilibre hormonal physiologique, mais déséquilibre hormonal quand même, comme la puberté d'ailleurs, ou alors comme l'arrêt de la pilule. Donc c'est une période de transition hormonale. Donc pour moi, déjà, c'est une période où il faut être accompagné. Ça, c'est quand même mieux parce qu'on n'a pas un schéma classique, on a une irrégularité menstruelle. Donc du coup, ça peut être un peu perturbant, surtout quand on démarre, on n'a déjà pas les piliers, on n'est pas forcément à l'aise et confortable avec nos observations. Si en plus un cycle, on ovule, le prochain on ovule plus, etc., tu vois, t'as pas le temps d'habituer que ça a déjà changé. Donc faut être accompagné. Par contre, pour moi, ça reste toujours pertinent parce que je trouve ça, en fait, découvrir cet outil, si vous avez encore 2 ou 3 ans de cycle, mais profitez-en. En fait, même s'il reste 1 an, quoi, pour moi, ce que ça apporte, et ce que ça va vous apporter après sur tous les plans, sur comment vous fonctionnez. Pour moi, c'est un outil qui aide même après, parce que ça change notre rapport à notre corps. Et pour moi, il faut commencer même à la dernière minute d'aller s'observer, de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. J'ai même envie de dire, même si on a un stérile en cuivre, même si on a décidé de faire une méthode définitive, mais qu'on a encore des cycles, pour moi, l'enjeu, il est la reconnexion à soi, comprendre et être en présence avec notre corps à ce moment-là, dans cette transition qui peut être un peu délicate hormonalement. Donc, ça permet aussi, encore une fois, d'avoir une assistance, même naturopathique ou autre, adaptée. Donc, la symptothermie, oui, pour moi, c'est un soutien qui est intéressante, même dans une phase tardive de préménopause, tu vois. Mais oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on
peut être accompagné si on arrête par exemple les moyens hormonaux, parce que dont on en a pas parlé, mais effectivement, on ne peut pas pratiquer la symptothermie quand on est sous pilule, puisqu'on Non, n'a ouais, plus du tout ce parce que la phénomène. pilule, ça lisse le cycle, on n'a pas d'ovulation, etc. Voilà. Donc, il faut avoir des cycles naturels, mais on peut avoir sinon d'autres moyens de contraception, c'est du moment que ça n'interfère pas sur nos cycles en fait. Donc le stérilet au cuivre, le préservatif, la cape cervicale, Oui, voilà. tous les moyens masculins. Non mais je dis ça parce que moi je pense, je te le dis, hein, moi je milite énormément, mais peut-être déjà entendu dire dans le sommet, mais je pense que c'est quand même la période de notre vie où ça serait vraiment cool que ce soit pas à nous de gérer cette partie-là et qu'on ait. Alors là, je te rejoins à 100%. Je Bah pense oui. que j'ai envie. C'est pour ça que pour moi, la ménopause, je me dis, mais heureux. Enfin, après, chaque femme est différente, hein. Mais c'est un cadeau en fait. C'est un cadeau parce qu'on arrive à un stade de notre vie où il y a d'autres choses qui se jouent que notre fertilité. Bon, aujourd'hui, on a plein de moyens de contraception, hein, définitifs ou autres, donc on peut avancer, on peut arrêter cette charge mentale avant, tu vois, mais quand même, elle est là pour nous servir en fait, tu vois. Donc voilà, si en plus on n'a pas de désir d'enfant, on n'a plus de désir d'enfant, bah ça, si l'homme peut prendre un peu la relève, parce qu'on est en transition, que c'est pas forcément toujours facile de tout comprendre, etc. C'est plus intéressant, ça c'est clair. Et alors justement, dernière petite chose, parce que on peut rentrer en préménopause, comme tu disais, relativement jeune, donc on peut encore avoir envie d'avoir un enfant. Oui. Ou deux ou trois d'ailleurs, hein, je veux dire, tout est possible. Comment la symptothermie peut aussi accompagner, je dirais, ce désir un petit peu peut-être un peu plus urgent, en tout cas qu'on ressent. Bah, faut pas se louper trop, tu vois. Ouais. Bah justement, là où c'est intéressant aussi, c'est que l'ovulation, elle va varier plus dans sa régularité, hein, même si on n'ovule pas forcément, on sait, enfin, je ne l'ai pas dit clairement, mais on n'ovule pas au 14e jour, on peut aussi bien ovuler au 12e jour que au 16e jour, il n'y a aucun problème à ça, mais il va y avoir une plus grande variabilité, alors que normalement, c'est à peu près toujours la même chose, quand on a des cycles réguliers. Donc là, ça permet de ne pas rater cette fenêtre qui est, on va dire, plus variable, plus flexible. C'est-à-dire que si on ovule juste après nos règles, c'est pas dans notre tête la période où on imagine être la plus fertile, par exemple. Donc ça permet de potentialiser, d'optimiser nos périodes de fertilité pour tomber plus facilement enceinte. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. D'ailleurs, je me rappelle d'une enseignante qui me racontait qu'elle avait une de ses patientes qui essayait d'avoir un bébé depuis des années, elle n'y arrivait pas. Et un jour, elle est partie en vacances avec son amoureux et elle est tombée enceinte. Et en fait, pendant ses vacances, c'est la première fois où elle a osé faire l'amour pendant ses règles, alors qu'avant, c'était interdit pour elle. Elle osait pas l'amour pendant les règles. Et en fait, elle ovulait tôt. Donc en fait, elle était fertile pendant ses règles. Bon, ça, c'est la petite anecdote pour dire que ça te permet de te donner cet outil de compréhension. C'est très difficile de cibler juste quand on sait pas quand est-ce que ça va tomber. Tu vois, là, on ne peut pas se déterminer au jour près. Je parle beaucoup d'ovulation, mais en symptothermie, on dit clairement, on ne sait pas au jour près quand est-ce qu'on ovule parce qu'il n'y a qu'une seule moyen de savoir quand et comment on ovule, c'est avec une échographie, une imagerie. Par contre, l'observation de la glaire cervicale et la température permet vraiment de cibler les jours où on est le plus fertile. Et cette fertilité-là, on l'identifie clairement avec la symptothermie. Tu vois. Donc pour moi, c'est un outil pour optimiser nos chances de grossesse qui est top par rapport à ça. Tu vois. Ouais, je pense que c'est important de le dire. C'est vrai qu'il y a aussi peut-être cette panique quand on commence à voir les cycles bouger, alors qu'on a envie d'avoir encore un enfant ou d'avoir notre premier enfant, d'ailleurs, si voilà, la vie fait que. Et c'est vrai qu'il peut y avoir cette inquiétude-là, et j'ai envie de dire potentialiser les choses dans cette période-là, ça peut valoir la peine pour pas louper la période où on continue. Exactement. Et potentialiser, et en plus, il faut se rassurer que j'ai lu des études récemment qui expliquaient que finalement, nos cycles étaient vraiment, les cycles ovulatoires étaient très fertiles parce que le déséquilibre hormonal était en faveur de la progestérone. Donc en fait, la progestérone, c'est quand même cette hormone qui est là pour favoriser la nidation, tu vois. Donc finalement, s'il y a une fécondation, ça a beaucoup de chances de tenir à ce moment-là, tu vois. Donc non, il n'y a pas de problème pour la fertilité de manière générale. En fait, c'est justement la préménopause, c'est pas la ménopause. Hein. On appelle ça préménopause, ça pourrait avoir un autre nom. Hein. Bien sûr, complètement. C'est pas la ménopause. La ménopause, c'est l'arrêt des cycles, c'est la pause des règles, ok. Mais toute la période d'avant, on est on va dire en préménopause tardive, vraiment juste avant la ménopause, ça se raréfie, l'ovulation se raréfie. Mais toute la préménopause précoce, on est dans un potentiel de fertilité tout aussi important, etc. Quoi. Donc on sait quand même que la fertilité diminue avec l'âge. Bien sûr. Okay, hein. Bien sûr. Mais je veux dire, on peut quand même tomber enceinte. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est que si on repère grâce à la symptothermie que par exemple on a une phase lutéale, donc une période entre l'ovulation et les règles qui est trop courte pour favoriser, enfin pour permettre une grossesse, bien on peut venir le soutenir justement de façon à réallonger cette phase-là et permettre une grossesse si c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est ça aussi qui est intéressant que font rarement les médecins comme recherche, qui est de dire quelle est la durée entre la période ovulatoire et la période des règles pour nous permettre. C'est ça, on dit qu'il faut avoir une phase lutéale qui dure minimum 11 jours pour favoriser une nidation. Donc si on est en dessous de 11 jours, qu'on est plus aux alentours de 9 jours par exemple, c'est juste. En général, il y a aussi des symptômes associés. Hein. Quand on est très bas comme ça, on commence à avoir un syndrome prémenstruel qui est un petit peu plus hard, etc. Donc là, l'idéal, c'est de soutenir le corps, combler les carences. Ça se fait aujourd'hui très très bien pour optimiser tout ça en fait. Et en plus avec plein de choses naturelles. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a quelque chose de très doux là-dedans, tu vois. C'est une lecture de soi. En fonction de notre désir de grossesse, on compense les petits manques avec des compléments, une hygiène alimentaire adaptée, etc. Si on est dans un but de contraception ou d'observation, on voit comment on le vit. Si on le vit plutôt bien, on laisse faire. Et s'il y a des choses qui nous perturbent, on va voir si on peut pas améliorer notre qualité de vie par rapport à ça. Et c'est tout. Et on accompagne. Et c'est vrai que tu vois, je trouve que ça permet aussi d'identifier cette transition qui parfois tarde à être vue. Tu vois, parce que tu as à la fois l'irrégularité menstruelle, puis tu as les symptômes associés. Donc si tu vois en même temps tes cycles qui commencent à être modifiés, si tu as plus de 35 ans, que tu vois tes cycles qui commencent à un peu bouger, et qu'en parallèle, de temps en temps, tu observes que tes règles sont plus abondantes, plus douloureuses, que tu as plus de migraines, que c'est un peu plus puissant, que ça t'arrive rarement, mais quand même d'avoir des bouffées de chaleur, que tu as des réveils nocturnes différents, etc. Et bien tout ça, alors là, c'était un peu tout ça, tu sais que tu es dans cette transition, tu vois. Ah ouais, et qu'on en a encore pour des années, parce que c'est comme ça le message qui est important. Voilà. Et non, mais c'est vraiment passionnant. Alors, comment on fait pour se lancer? Tu nous as parlé d'un thermomètre spécial tout à l'heure. Oui, je l'aime, le thermomètre spécial. Donc là, il faut un thermomètre à double décimale. Je rajouterais juste une information sur la préménopause et la ménopause, c'est qu'on dit souvent que l'âge de la ménopause est un peu héréditaire, génétique, voilà. Donc vous pouvez tout simplement vous renseigner auprès de votre mère pour savoir à peu près à quel moment elle a été ménopausée. Tu vois, c'est encore un indice pour à peu près vous dire, bon, bah, si ma mère elle est ménopausée, parce que l'âge médian c'est à peu près 47 ans, mais si elle est ménopausée à 53 ou à 45 par exemple, là, ça vous donne une information sur quand est-ce que peut commencer potentiellement cette transition ménopausique. Donc pour moi, ça c'est une information à récupérer, de savoir votre mère quand est-ce qu'elle a été officiellement, parce que aussi ça peut être déclaré un peu plus tard, parce que quand on est passé à côté. Mais voilà, si vous savez que votre mère elle a été ménopausée à 53 ans, vous savez qu'à partir de 43 ans, grosso modo, vous pouvez avoir vos premiers signes de préménopause, ou ça peut arriver plus tard parce que ça ne dure pas forcément 10 ans, ça peut durer 5 ans. Mais voilà, pour moi, ça c'est un truc, une information à récupérer pour soi-même en fait. Donc, voilà. Du coup, il faut un thermomètre à double décimale, c'est-à-dire avec 2 chiffres après la virgule. Même si vous avez hâte de commencer, que ça vous parle trop et que vous avez dans votre boîte à pharmacie le thermomètre de votre enfant, ou j'en sais rien, qui fait ça sert à rien avec un décimal. Vous pouvez rien dire avec ça. Alors pour l'anecdote, si vous allez à la pharmacie et que vous demandez un thermomètre à double décimale, les pharmaciens, parce que moi je sais, j'en ai fait à peu près 20 avant d'arrêter parce que je ne voulais pas le commander en ligne. Les pharmaciens vous répondent tous, bon, ça sert à rien, donc c'est pas grave, c'est juste qu'ils sont pas informés. Écoute, moi là je vis à Tahiti depuis quelques mois, j'en ai trouvé à Tahiti.
médecine dans les pharmacies, s'il te plaît. Et ben voilà, et ben on va aller s'installer à Tahiti. Voilà, non, mais pour te dire, j'en ai cherché en France pendant 100 ans, et là, je vais les premières pharmacies à Tahiti dans tout le monde. Quand même, quoi, ils sont trop forts. Donc, bon, comme quoi, ça dépend aussi des cultures, peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, voilà. Alors, Internet à double décimal avec 2 chiffres après la virgule, je sais pas si on voit quelque chose, mais voilà. Si on voit, ouais. Il y a plusieurs modèles, vous pouvez les commander à plusieurs endroits. Moi, j'aime bien celui-là, je le trouve fiable, je trouve qu'il dure très bien dans le temps. C'est cyclo. J'ai aucune action chez eux, à chaque fois, je recommande celui-là. Mais bon, j'en ai pas essayé 700 en même temps, mais comme on me demande, en valeur sûre, le cyclotest Lady qu'on commande sur le site de Bivea est très bien. Il est très bien, il coûte pas très cher, il coûte 18 balles. Alors, c'est simple, prendre un thermomètre à 300 € pour prendre sa température, je préviens parce qu'il y en a. Mais si vous voulez démarrer, un thermomètre comme ça suffit largement. C'est très efficace et ça vous permettra d'observer votre courbe de température. Après, ce qu'il faut, c'est un support pour noter vos observations. Donc, soit vous utilisez des cyclogrammes, j'en mettrai un téléchargé éventuellement, qui est un tableau où on note jour après jour notre glaire, la température, etc. Soit on utilise une application. Il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien une qui est très basique, que je trouve hyper simple, c'est l'application méthode symptothermique. Je crois que maintenant sur téléphone, sur iPhone, je crois que maintenant ça s'appelle Symptoté. Sinon, il y a l'application Moonly qui s'est développée récemment, qui est aussi très bien pour la symptothermie. Il y en a d'autres comme Kindara et tout ça. Donc, c'est à nous de trouver un peu l'application qui nous parle parce que ça, c'est très personnel. Mais après, pour démarrer, il faut se former auprès d'une conseillère. Donc, il y a plusieurs manières. Soit on a envie de se former en présentiel. Là, il y a des conseillères certainement dans votre région qui font des formations. Moi, je propose une formation en ligne où vous avez vraiment tout le contenu pour pouvoir apprendre la méthode de fond en comble. Avec tous les mois, on fait un thème, en fait, des masterclass, on fait des corrections de cyclogrammes, je réponds à toutes les questions, etc. Et du coup, on a vraiment une grosse banque d'informations de formation continue où on aborde tous les sujets de la Terre du cycle menstruel, c'est assez intéressant. Donc voilà, après, il faut vraiment, pour moi, je pense que le principal dans ces méthodes-là, c'est d'avoir une conseillère avec qui on a confiance. Parce qu'on va parler de notre intimité, on est même amené à parler de sexualité, de nos doutes, etc. Et donc, il faut se sentir libre de s'exprimer. Il faut avoir le feeling avec la personne. Donc, n'hésitez pas. Voilà, moi, je propose une manière de faire, mais je crois qu'on a toute notre identité et notre manière de faire. Donc c'est bien de voir un peu qu'est-ce que vous avez besoin, quel type d'accompagnement vous avez besoin pour être à l'aise, parce que là, il s'agit d'autonomie en fait. Donc, il faut vraiment chercher la bonne manière pour aller au bout, parce qu'il ne faut pas abandonner, il faut pas, voilà, tu vois. Donc, pour se sentir soutenu aussi dans la démarche. Enfin, je confirme, pour ma part, j'ai fait le processus il y a quelques années déjà et je trouve que ça apporte énormément. C'est aussi pour ça que c'est important pour moi, Mélissa, que tu sois là sur ce sommet, parce que se connaître dans ces phases-là où ça part un peu en cacahuète, moi, c'est aussi par rapport à ma maladie qui me fait aussi des cycles un peu étranges, c'est quand même un très très gros support de comprendre ce qu'il y a et de pas être là bêtement à attendre les prochaines règles sans savoir si c'est vraiment des règles, sans savoir si on a ovulé, etc. Quand on sait, il y a quelque chose qui s'apaise vraiment à l'intérieur et je suis vraiment ravie. J'ai dit 10 fois vraiment, je pense, que tu nous aies, que tu pu nous expliquer tout ça aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, vous allez pouvoir retrouver juste en dessous tous les liens pour aller voir ce que fait Mélissa sur les réseaux sociaux aussi où tu es active, sur ton site internet et du coup aller voir ce que tu proposes comme accompagnement, que ce soit sur le suivi instinctif ou là sur la symptothermie dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous pouvez aussi laisser vos questions sur le groupe Facebook du mouvement. Et juste en dessous, vous avez une zone de commentaires. Alors, il y a moins d'interaction dans la zone de commentaires. Donc, si vous êtes sur le groupe de Facebook du mouvement, surtout, venez papoter là-bas parce qu'il y a plus d'interaction, plus de possibilités de poser des questions, de rebondir. Si vous avez déjà tenté, si vous pratiquez déjà la symptothermie, venez nous dire ce que ça vous a aussi apporté de découvrir un petit peu ce qui va se passer dans cette phase de préménopause. Parlons-en entre nous. Moi, je pense que le message que j'ai envie de retenir, Mélissa, ce que tu nous as dit aujourd'hui, c'est il est jamais trop tard pour se lancer. Et ça vaut la peine, quoi. Ouais, ça vaut la peine, c'est une découverte de soi, c'est une science de soi-même. Et si on peut s'apporter ce cadeau, même 1 an, 2 ans, 3 ans, et moi je trouve ça beau en fait, c'est une belle opportunité. Et puis ça permet aussi d'être plus aligné dans notre transition et de bien vivre la ménopause par la suite, quoi. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à vous de nous avoir suivis jusque-là. Et puis on se retrouve pour la suite du sommet très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir.